Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur l'élevage avec un dossier consacré au centre Songhai au Bénin. Au programme également de cette émission, au sommet Inde-Afrique, le roi du Maroc Mohamed VI a salué la position de l'Inde sur le Sahara occidental. Et dans la région du Darfour au Soudan, la situation reste précaire malgré des signaux positifs envoyés par les différentes parties. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes Grâce à Okindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny, ravi de vous retrouver là. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, l'actualité du jour. Le sommet Inde-Afrique s'est achevé ce jeudi à New Delhi, la capitale indienne. À l'occasion de ce rendez-vous, plusieurs chefs d'État africains se sont exprimés, dont le roi du Maroc, Mohamed VI, qui a tenu à saluer la position de l'Inde sur le Sahara occidental, ainsi que sur la question des réformes de l'ONU. Awa Barkala. Dans son discours de clôture du 3e sommet Inde-Afrique à New Delhi ce jeudi, le roi du Maroc Mohamed VI s'est montré solidaire quant à la volonté de l'Inde à siéger en tant que membre permanent aux Nations Unies. Pour le souverain chérifien, l'Inde représente un allié de taille dans le règlement du conflit marocain avec le Sahara occidental, territoire que le Maroc revendique depuis 1976, une revendication contestée par les Sahraouis et la communauté internationale. Nous exprimons notre considération pour la position constructive de la République de l'Inde concernant l'affaire du Sahara marocain et pour son soutien au processus onusien dédié au règlement de ce conflit artificiel. En même temps que nous déplorons le fait que certains pays ont été incapables d'évoluer étant donné qu'ils continuent à ressasser des discours et des thèses dépassés et vieux de plus de 40 ans. En plus d'un allié diplomatique, l'Inde incarne un partenaire commercial essentiel dans la région sud-sud où le Maroc est devenu le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième à l'échelle du continent. Le 3e forum Inde-Afrique offre une occasion propice pour dresser le bilan de la coopération entre les pays du Sud, qui est le socle du partenariat afro-indien. Nous le voulons comme espace d'implantation d'un modèle de coopération sud-sud efficace, solidaire et pluridimensionnel, fondé sur l'exploitation judicieuse et optimale des potentialités et richesses que recèlent nos pays. Au sein du continent africain, le Maroc est le 2e partenaire commercial de l'Inde. Il absorbe depuis 2008 17% des exportations indiennes. Gratien, le roi du Maroc, parle de conflit artificiel pour le Sahara occidental. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sa définition, mais il faut le rappeler, le Sahara occidental est issu, disons, du partage après la conférence de Berlin en 1885. Tous les États africains ont été tracés ainsi. Après, on sait bien, il y a eu la colonisation et les indépendances. Il y a une règle intangible au niveau de l'Union africaine, c'est qu'on garde les frontières restent ainsi. On peut parler d'un peuple ou d'une région, ou comme le Sud-Soudan, de l'autodétermination d'un peuple. Un peuple peut décider, par exemple, en disant telle région, nous voulons être un État. Ça peut se comprendre, c'est le peuple qui le décide. Mais un autre pays ne peut pas décider du sort d'un autre peuple qui n'était même pas colonisé par la France, parce que le Maroc était colonisé par la France. On comprend mal comment une colonie espagnole devient un territoire d'un autre pays qui était colonisé par la France. Ce qui fait que, pour moi, c'est un rapport de force. Le Maroc a pris le Sahara occidental juste pour le rapport de force. Sinon, la définition, le roi peut définir comme il entend. Mais moi, personnellement, je pensais que le nouveau roi, il est plus nouveau maintenant, qu'il allait changer la position parce que souvent les jeunes ont des idées nouvelles, donc au moins pour assainir ce qui se passe au Sahara occidental et aussi les relations avec l'Algérie parce qu'il y a un manque à gagner entre l'Algérie et le Maroc à cause de ce conflit. Alfred, ce soutien de l'Inde au Maroc, c'est important sur la question du Sahara occidental ?
Sa Majesté a dit quelque chose d'intéressant. Il y a des pays qui ont évolué et l'Inde effectivement a évolué par rapport à sa position antérieure. On sait que lors des sommets précédents, le Maroc était absent parce que justement, au temps de Singh, l'Inde se calait sur la position de l'Union africaine et de la communauté internationale. Or là, Narendra Modi a choisi une autre manière de faire en envoyant personnellement sa ministre des Affaires étrangères partout pour rencontrer, inviter ses chefs d'État et en l'occurrence là au Maroc, elle est allée personnellement remettre l'invitation adressée au Maroc et donc du coup le Sahara occidental a été écarté. Donc c'est une autre forme de diplomatie parce que l'Inde aussi commence à comprendre un peu comment fonctionne la diplomatie en Afrique. Et donc a réfléchi sur ses propres intérêts en disant mais au fond qu'est-ce que ça lui coûte de soutenir le Sahara occidental et qu'est-ce que ça lui coûte de se priver justement du marché marocain. Et donc le choix a été vite fait par Narendra Modi et donc on en est là aujourd'hui. Jean-Marie, est-ce que c'est aussi un renvoi d'ascenseur de la part de l'Inde quand on sait que le Maroc avait soutenu l'Inde sur la question du Cachemire par exemple? Ça peut sembler être, si vous voulez, un renvoi d'ascenseur, tout simplement. Pourquoi? Parce que les relations, le conflit sahraoui dont on vient un peu d'exposer, Gratien, il date, c'est un vieux conflit. Donc à partir de là, il ne faut pas oublier que le roi, il y a Alfred qui parlait des relations, c'est-à-dire du jeune, dans lesquels il prendrait éventuellement des positions modernes. En politique, vous savez, les faits sont têtus, c'est-à-dire on se soutient les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire quand on se retrouve face à une situation. Donc là, il ne faut pas oublier que Sa Majesté actuelle, son père, avait des relations, si vous voulez, qui étaient très, très, très profondes avec Nehru, si vous voulez, en Inde. Donc, à partir de là, vous avez la dimension historique, si vous voulez, du conflit qui se perpétue dans le temps. Donc, dès cet instant-là, l'Inde, c'est-à-dire a saisi une aubaine, une opportunité, celle dont vient d'exposer Alfred, à savoir que maintenant, on se rattrape sur la réelle politique. On regarde comment est-ce que la Chine agit en Afrique, c'est-à-dire sur le plan, du moins pas ouvertement au niveau politique, au niveau des interventions dans les systèmes économiques et dans les systèmes politiques. Ils scindent tout à fait les deux, ce qui n'était pas le cas de la colonisation. Et je pense que l'Inde est en train d'enfourcher, si vous voulez, la même démarche afin de pouvoir développer ses relations économiques, sachant très bien que le Maroc va constituer, comment dirais-je, un hub pour l'Inde pour essayer, comment dirais-je, de se projeter en Afrique subsaharienne. Donc on peut se dire que là, c'est la réelle politique de la part des Indiens. Gratien, est-ce qu'on peut penser aussi que cette position de l'Inde, c'est une manière d'avoir en retour le soutien du Maroc pour son ambition d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, il va de soi. L'Inde cherche quelque chose en retour, mais en même temps, c'est un mauvais calcul parce que le Sahara occidental est un pays reconnu par l'Union africaine, donc il y a une cinquantaine de pays. Il ne faut pas avoir une voix pour perdre d'autres. Il y a surtout la voix qui compte et la voix de l'Algérie et d'autres pays aussi qui soutiennent le Sahara occidental. On peut dire, si par exemple l'Inde suppose que, vu compte tenu de l'offensive diplomatique marocaine au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, cette offensive peut entraîner aussi les voix pour, pour que l'Inde entre dans le Conseil de sécurité. Mais en réalité, il n'y a aucun pays qui va entrer dans le Conseil de sécurité. Il y aura toujours les 5 avec le droit de veto. On aura du mal vraiment à pousser la porte parce qu'il y a beaucoup de pays qui demandent. Ce n'est pas seulement l'Inde, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Brésil, il y a beaucoup de pays, ce qui fait que c'est pratiquement une mission impossible. Merci. Dans l'actualité également, à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée au Darfour, mercredi, le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix Edmond Mulet a souligné que malgré des signaux positifs, la situation dans cette région du Soudan restait précaire. Deogratias Podo. Mercredi 28 octobre 2015, à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a été révélé que la situation au Darfour reste encore précaire, voire imprévisible, et ce malgré les signaux positifs envoyés par les différents protagonistes de la crise. Le conflit dans cette région du Soudan depuis 2003 entre le gouvernement et des insurgés a fait plus de 300 000 victimes et près de 3 millions de déplacés. De décembre 2014 à juin
2015, le gouvernement soudanais a procédé à la seconde phase de l'opération dite de contre-insurrection, avec une victoire considérable sur les mouvements armés non signataires des précédents accords. L'opération, qui a impliqué une série d'affrontements violents au sol et des bombardements aériens, a occasionné plus de 100 000 nouveaux déplacements ainsi que 69 000 cas non encore confirmés, mais situés principalement dans la zone inaccessible de l'est de Djebel Mara. Le 28 septembre 2015, le président soudanais Omar el-Béchir avait décidé d'un arrêt des hostilités pour une durée de 2 mois dans la région et d'une amnistie sans condition pour les autres acteurs qui décideront de participer au processus de dialogue national. Des pourparlers boycottés par l'opposition politique qui table avant tout sur les conclusions de la réunion pré-dialogue prévue mi-novembre à Addis Abeba sous l'égide de l'Union africaine. Nous sommes profondément préoccupés par les références faites dans le rapport concernant l'absence de progrès vers une solution pacifique. Nous sommes également préoccupés par l'absence d'avancée vers une issue politique du conflit au Darfour. C'est décevant que le secrétaire général renouvelle une fois encore son appel au gouvernement et aux groupes armés aux prises dans ces conflits. Quoi qu'il en soit, selon les Nations Unies, aucune trêve n'a été respectée en ce qui concerne notamment les combats intercommunautaires qui demeurent une source majeure d'instabilité au Darfour et dans les États du Sud Kordofan et du Nil Bleu. Ces affrontements sont pour la plupart liés à l'exploitation et à la gestion des ressources naturelles. Alfred, malgré des évolutions, on va dire positives, aucune solution politique pour l'instant n'a été apportée à cette crise du Darfour. Comment expliquer cette situation ? Fanny, ce qu'il faut bien voir par rapport à cette situation, c'est que les positions des uns et des autres semblent en apparence figées, mais ça bouge beaucoup. Omar al-Béchir sent évidemment une pression autour de lui, c'est ça qui l'a poussé justement à initier ce dialogue inclusif, même s'il a été suspendu par la suite, et puis il y a eu des élections, etc. Mais que l'Union européenne a voulu encadrer ce processus-là. Il est en cours, disons, en stagnation aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas qu'en coulisses, il n'y ait pas de contact pour arriver justement à cette solution. Omar al-Béchir a tenté d'affaiblir effectivement cette opposition du Darfour. D'ailleurs, il y a eu une scission entre les différents mouvements. Il y a une partie qui est venue autour de la table et il y a une autre qui a tablé justement sur la continuation, mais avec les bombardements qui sont arrivés, les déplacements encore de population vers le Tchad, etc., ça fige les positions. L'Union africaine, avec ses instances pour la paix, travaille effectivement pour qu'on arrive à sortir de cette logique justement et de cette stagnation au fond de la diplomatie qui est en cours maintenant. Mais il faut effectivement beaucoup de patience et puis beaucoup de persévérance pour arriver justement à une diplomatie efficace, c'est-à-dire que ça ne sera pas d'un jour que les protagonistes soudanais arriveront autour de la table à accepter justement des concessions et des compromis pour le bien de tous les Soudanais. Alors oui, justement, Jean-Marie, les groupes armés de cette opposition ont boycotté le dialogue national qui avait été mis en place le 10 octobre. En même temps, ils acceptent d'aller dans les négociations sous l'égide de l'Union africaine en Éthiopie. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'Union africaine doit être la médiatrice, qu'il faut faire le dialogue à l'extérieur du pays? Je pense que la position de l'opposition soudanaise est une position qui est assez réfléchie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a constaté, c'est-à-dire c'est comme dans toutes les guerres en Afrique, on a constaté la chose suivante, c'est que les forces qui sont régentées par l'ONU ne donnent pas de résultats satisfaisants sur le terrain. Tout simplement pourquoi? Parce que derrière ces interventions-là, soyons réalistes, nous parlons de l'Afrique, vous avez d'autres intérêts qui dépassent même les partis qui sont en négociation sur le terrain. Dès cet instant-là, l'opposition qui constate qu'il n'y a pas d'avancement par rapport aux forces de l'ONU, l'ONU nous présente, comment dirais-je, son opération comme étant une opération à succès, alors que dans la réalité, nous savons très très bien les dégâts collatéraux qu'il peut y avoir là-dessus dans la situation au Darfour. Donc à partir de là, que s'est dit l'opposition? Vous avez à l'intérieur du Soudan aujourd'hui, déjà le Soudan, quand on parle d'Omar al-Béchir dont on parlait tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'entre-temps vous avez une scission du pays. C'est pour ça que je parle des intérêts qui dépassent même les protagonistes qui s'assoient en tant que tels. Si on fait une analyse géopolitique,
du Soudan, c'est ce qui apparaît, si vous voulez, en trame de fond. Donc dès cet instant-là, l'opposition se dit, dans la mesure où l'ONU n'arrive pas à poser des solutions viables pour pouvoir régler ce conflit-là, bon, tournons-nous maintenant vers l'Union africaine qui éventuellement ferait pression parce qu'il y a un point que Alfred vient de soulever là qui est très très important, qui est lequel, c'est que Omar el-Béchir, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Union africaine, c'est-à-dire il a les oreilles beaucoup plus à l'écoute par rapport à l'Union africaine, parce qu'ils savent que l'Union africaine fait un peu l'union sacrée autour de lui par rapport à ce que aux allégations de la CPI concernant sa personne. Donc l'opposition se dit, je préfère se tourner vers un organisme qui éventuellement sera beaucoup plus efficace en termes d'action comparé, si vous voulez, aux troupes onusiennes. Merci, nous allons marquer une courte pause à l'instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite.